parler de ce métier que tout le monde connaît, que tout le monde subit, par exemple aujourd'hui. Exactement le genre de salle qu'on essaie d'éviter. Moi j'essaie dans mon travail d'éviter la mécanique, de sortir tous les organes de ventilation, de climatisation. On peut faire ça naturellement, voilà. On peut le faire à Marseille, on peut le faire à Lille, on peut le faire en Chine. Il faut juste s'en donner les moyens, il faut juste y croire, il faut beaucoup être inventif. Sachant qu'aujourd'hui, on m'a dit qu'il fallait pas parler de politique, mais en fait je pense que notre métier est éminemment politique, que l'architecte n'est surtout pas un artiste. Il a une dimension créative artistique dans son travail, mais ça n'est pas un artiste. C'est le contraire de Frank Gehry. Voilà. Frank Gehry est un grand sculpteur, pour moi c'est pas un architecte. Donc j'ai commencé ma carrière en prenant des risques absolument fous, grâce à un élu. La première image, c'est donc l'audace d'un Jean Bousquet, maire de Nîmes, qui dit « Je veux couvrir les arènes de Nîmes pendant la période d'hiver ». Il va découvrir pendant la période d'été, il lance un concours. Moi, je suis jeune architecte, associé avec un Allemand, on se présente. Le concours est abandonné, on continue, parce qu'on n'a rien à perdre. Et puis, on met au point cette lentille pneumatique de 90 mètres de long, 60 mètres de large, la plus grande du monde, réalisée de ce type, parce qu'elle n'a pas de cave en partie supérieure. On amène la maquette devant Jean Bousquet, et il dit c'est formidable, c'est un geste romain, on y va. Aucune référence nous avions juste un très bon ingénieur qui venait de passer sa thèse en matière de structure pneumatique. Et un jour, on arrive dans Nîmes, on n'était pas très argenté, on faisait le voyage en Volvo, mon associé Fingeipel est allemand, est un architecte connu maintenant. On arrive dans la ville de Nîmes, après avoir passé la nuit au volant, donc un peu crevé, je vois des énormes affiches, le projet n'était pas fait encore. L'audace, ça marche, et puis pratiquement ce dessin-là sur la main. Voilà. Inutile de vous dire que ça a été très compliqué pour les monuments historiques, pour la structure technique, pour le contrôle, incendie, etc. etc. C'était à peu près 5 ans de ma vie. Mais ça a été fait très très vite. Le projet en 87 est réalisé en décembre 88 et monté pendant 20 ans. Voilà, l'audace, ça marche. Ça veut dire que tous les projets ambitieux, je rejoins un peu ce qui était tout à l'heure, nécessitent une volonté politique. Deuxième projet audacieux, un peu plus tard, on s'est séparés depuis avec Fingeipel, c'est un des derniers projets qui étaient ensemble. Très très peu d'argent, un gymnase de type C, c'est-à-dire un 40 par 20. Et notre problème, c'est que le terrain qui nous est donné à Grenoble faisait 40 par 20. Donc il faut quand même mettre des vestiaires, une entrée, etc. Donc soit on mettait les vestiaires en haut, monter 7 mètres qui redescendent dans la salle de sport, facile à comprendre, on met le sport en bas. Un peu idiot de faire monter les étudiants, les élèves et de les faire redescendre, donc on met les vestiaires au niveau du sol, pas en sous-sol parce qu'on n'avait pas le droit, il y avait de l'eau, et on met la salle au-dessus. On voit vaguement ici, là, au niveau du premier étage. Le problème, c'est que quand on fait une dalle, et non pas un dallage posé au sol, ça coûte 2 fois plus cher. Et que le budget, on n'a jamais pu avoir le budget correspondant à l'opération. Et donc on met au point un système pas tellement révolutionnaire, juste un peu simple à comprendre. Ce qui résiste mieux à la compression, c'est l'arc. Il y a juste des efforts latéraux à reprendre qu'on reprend sur la dalle. Et puis on n'a pas d'argent pour la façade, donc on dit c'est une façade de couverture. On va chercher du polycarbonate bleu, qui se protège un peu des rayons du soleil, le moins cher, fabriqué en Israël d'ailleurs, mais pas de faux plafond. Et on met des espèces de soucoupes qu'on a fait faire par un matelassier de Lyon, qui faisait les matelas, qui est venu sur place poser ses matelas avec ses capitons. On a mis la lumière, et puis on a mis la ventilation naturelle traversante, parce qu'on n'avait pas le droit de faire du clim. Tout ça est sorti à 600-700 € le mètre carré, ça ne vous parle pas beaucoup, mais c'est-à-dire à peu près 2 fois moins cher qu'un projet normal. Et puis, une difficulté, il y avait, vous voyez la montagne derrière, Grenoble, c'était à Grenoble, il y avait un parking qui devait être fait en même temps que nous. Donc ma façade sud, que vous voyez là devant, elle devait être largement protégée du soleil, même complètement. Donc j'avais pas de problème d'échauffement sur le polycarbonate, le soleil passe, c'est un effet de serre. Et manque de peau, le parking est en retard, le gymnase est construit, et je dis au maire de Grenoble, surtout, n'ouvrez pas le gymnase, parce qu'il n'était pas en condition optimum. Il en avait tellement besoin, il était tellement pressé, qu'au lieu de l'ouvrir en septembre à la rentrée où le parking aurait pris de la hauteur, il l'ouvre en avril 2003, canicule, énorme canicule, il faisait 50 degrés dans le gymnase, parce que aussi l'entreprise, on le voit encore là, avait déposé le bilan, celui qui faisait les ouvrants. Et donc personne ne voulait monter sur une échelle, ce n'est pas payé pour ça, monter sur une échelle, pour ouvrir juste ces clapets de ventilation naturelle, parce que s'il tombe, il se casse un pied, et vous savez, la responsabilité, etc. Donc on a été appelé une catastrophe, on est descendu, je suis monté sur une échelle moi-même, j'ai ouvert ces clapets, l'air chaud est parti,
Et puis globalement, le projet a vécu sa vie, le parking a été construit. Mais on a eu un procès de la ville contre nous, quand vous prenez trop de risques, qu'on a fini par gagner contre la ville, contre le maire de Grenoble. Et ce projet a eu un prix, parce qu'il se comporte comme une lanterne magique. En fait, c'est assez incroyable la nuit. Quand vous rentrez dans Grenoble, en train, vous regardez sur la droite, vous avez ce petit gymnase bleu, qui est très apprécié maintenant des étudiants, parce qu'en fait, on y est très bien, il est très haut, très lumineux. Il n'y a plus de problème d'échauffement. Maintenant, les clapets marchent, en ventilation naturelle, c'est traversant. Ce projet a eu un prix, et quand on est venu le remettre au maire de Grenoble, il a tourné le dos et il était salué quelqu'un d'autre. Troisième projet, je vous en présentez 8, donc ça va être relativement court. Encore une prise de risque, mais cette fois portée par la confiance d'un maire. Excusez-moi, j'ai beaucoup cité les élus. Vous savez, notre métier d'architecte est totalement lié à la maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage, c'est celui qui vous donne les ordres, c'est celui qui vous fait construire. Si vous demandez des logements pas beaux, trop petits, si vous les faites, eh ben, c'est votre faute, mais c'est aussi la faute de celui qui vous les a commandés. Puis si vous ne le faites pas, il demandera un autre architecte. Donc la maîtrise d'ouvrage, si un jour vous travaillez dans ce domaine, la maîtrise d'ouvrage, le donneur d'ordre, celui qui donne le programme, est très responsable de ce qui se construit. L'architecte aussi. Mais en général, on dit toujours, tu as vu l'architecte ce qu'il a fait, on oublie toujours de dire que soit il n'y a pas le budget, soit il y a un mauvais programme, soit etc. Donc ici, un maire extraordinaire, à Dunkerque, une ville un peu sinistrée, il veut redonner de la vie à sa ville, il nous demande un concours, tous ces projets sont gagnés sur concours, on ne fait que des concours, quand on est architecte, toute sa vie on fait des concours. Voilà. Et on gagne ce concours avec cette idée assez simple qu'à Dunkerque, il y a 90% du temps, il y a du vent. Soit beaucoup de vent, soit un petit peu de vent, soit carrément énormément de vent. Il y a peut-être 2-3 jours par an où il n'y a pas de vent. Et donc, l'idée est assez simple, on se dit, en haut là, on va mettre des éoliennes, enfin des petites roues qui tournent, les marins ils connaissent bien ça, ça tourne. Hein. Ça tourne avec le vent, et puis ça tourne, c'est fait d'une telle manière que ça va aspirer l'air des logements pour chaque étage. Donc je supprime ces saloperies, la ventilation mécanique contrôlée, et je fais de la ventilation naturelle. Et c'est pour ça que ce projet a une forme assez incroyable, vous voyez, espèce de projet un peu lillois comme ça, Arras, mais complètement contemporain. Ce projet a aussi eu un prix. C'est du logement social ou du logement accession, on n'en voit pas la différence. C'est à l'entrée du port de Dunkerque. Tout va bien, sauf que pour vendre un logement, il faut qu'il soit certifié. C'est-à-dire que les bureaux de contrôle qui arrivent avec leurs abacs vérifient que la moquette n'est bien pas inflammable, que le faux plafond, si vous mettez un briquet, ça ne va pas brûler. Enfin bref, un principe de précaution qui fait qu'il n'y a zéro risque, soi-disant, dans un logement. On oublie la colle, on oublie plein de choses, on a oublié l'amiante pendant des années, et on continue à faire pas mal de conneries. Donc là, ils disent, dans votre logement, vous devez un volumeur. C'est-à-dire, ici on doit 3 volumeurs. Visiblement, il n'y en a pas 3 volumeurs aujourd'hui. Mais on doit un volumeur, c'est-à-dire qu'on doit renouveler l'air, le volume de cette pièce en une fois. Comment vous garantissez que vous avez un volumeur? Ben, je dis c'est très simple, on a fait des calculs, la roue tourne, nanana, nanana. Ah, il n'y a pas de mécanique? Ah ben, je ne peux pas donner mon accord, monsieur. J'ai pas d'abac. Parce qu'ils ont un abac avec une ligne, une colonne, un petit ventilateur de telle puissance électrique, un extracteur de telle puissance électrique, je valide. Ici, je lui ai dit, bah, il y a des fenêtres qui s'ouvrent, enfin, là-bas, des fenêtres qui s'ouvrent dans les cuisines, qu'on extrait par là-haut. Donc, il a fallu faire une dérogation. Le titre 5, on n'a jamais eu cette dérogation. Les logements étaient en train d'être vendus, donc on a fait chanter la ventilation, on a mis une ventilation mécanique ici. Tout est prêt pour poser la ventilation naturelle, elle n'a jamais été posée. Troisième histoire plus simple à raconter, toujours sur l'audace, que je pense que le métier d'architecte est forcément un métier d'innovation, sauf que vous l'avez compris, dès que vous innovez, dès que vous faites un pas de côté, vous êtes en dehors des clous de la réglementation. Et pour ouvrir un bâtiment, il faut que vous soyez réglementaire. Moi, je suis le champion, je crois que je suis un des architectes qui a déposé le plus, chose un peu barbare, qui s'appelle le titre 5. C'est-à-dire quand vous dérogez, vous faites un ATEX, un avis technique expérimental, mais en plus vous devez le valider par un... Dans la loi, dans les codes, il y a le titre 5 qui vous permet de déroger. Voilà. Le problème, c'est que les gens qui donnent ce titre 5 sont des ingénieurs qui eux-mêmes développent la ventilation mécanique, qui eux-mêmes développent la pompe et la géothermie et tous les systèmes qui sont extrêmement lucratifs. C'est un énorme marché derrière. Par exemple, ils ne développent pas le capteur solaire, ils ne développent pas la clim solaire. Donc dès que vous laissez d'innover, vous demandez à chaque j'ai envie d'innover, et bien c'est très compliqué. Et c'est pour ça que peu d'architectes innovent, c'est pour ça que le métier de l'architecture, globalement, est très en retard par rapport, par exemple, à l'aérospatiale. Donc ici, c'est très simple, c'est une innovation pour rêver.
C'est un théâtre qui a été construit à Châtenay-Malabry, une coque blanche, double courbure, donc infaisable a priori sur des plaques de plâtre. Se sont retrouvés des gens un peu géniaux, des Polonais, qui ont posé les plaques de plâtre sur des chaises pour qu'elles prennent des formes, et qui ont créé cette double courbure que vous voyez, cette coque blanche. C'est une salle quand même de 1000 places, 700 places assises et 300 debout quand on arrive par terre. Et puis tout autour de cette corolle, de cette salle, tout simplement une verrière, parce qu'on avait besoin de se lier avec un ancien bâtiment, donc il y a un ancien bâtiment autour et la salle au milieu, pour simplifier. Et donc juste du vitrage coloré, ça c'est pas compliqué à faire, c'est validé. Et donc une irisation du jaune intense au jaune sombre, en passant par le bleu, une espèce de coque magique comme ça, très extraordinaire, très théâtrale, qui était a priori pas réalisable par les ingénieurs en hydroplate, et aussi à l'intérieur une salle entièrement en bois, tout en bois, avec des lamelles différentes suivant les épaisseurs. Et là, cette innovation, c'est pas mon innovation, ce rêve, cette poésie, n'a pu se réaliser que parce que j'avais mes plâtriers polonais. Et puis là, j'avais la comptable je croyais que c'est vrai, la comptable de l'entreprise qui fait le bois, qui s'est passionnée pour ce projet, et c'était tellement compliqué de dire telle lame, telle épaisseur à tel endroit, qu'elle avait un plan, et c'était elle qui dirigeait les ouvriers de sa boîte, qui était plus dans sa société en train de faire les comptes, mais qui était là, au théâtre de Châtenay-Malabry, pour mettre cette façade. Et j'ai oublié juste de dire une chose, c'est que là, il y avait un petit clin d'œil à la poésie, c'est que les salles de spectacle ne sont jamais éclairées. La preuve, voilà, c'est vaguement fermé. Donc là, on peut ouvrir, comme une lune, et puis quand le spectacle commence, on ferme, deux demi-lunes qui se ferment comme ça, et donc on vient mettre la salle. Et les professionnels du théâtre, ils ne pouvaient pas savoir ce que c'est agréable. Quand on répète dans la journée, on ouvre le lanterneau, on a la lumière du jour. Beaucoup trop de personnes font de profit sur le logement. Alors que dans la Suède, en Finlande, dans beaucoup de pays, c'est un droit. Et ça change tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas spéculer sur du logement dans d'autres pays. En France, c'est un produit financier énorme, même si le logement va mal. Il ne va pas si mal que ça, je vous assure. Et finalement, on a besoin d'innover ce logement. Et là, on est avec un promoteur très classique, je ne dirai pas son nom, ça s'est pas trop mal passé, mais on a introduit à l'intérieur de ce logement très simple, bardage métallique, 180 mètres de long, le bâtiment, c'est à Bordeaux, des balcons perforés, ouvrés au travers, tous les logements ont une terrasse, on peut mettre une table, 4 chaises, et à l'intérieur de ces deux espaces de logement qui sont en chaîne, un atrium intérieur, comme un jardin d'hiver, fermé, qui peut s'ouvrir, qui n'est pas ventilé, qui n'est pas chauffé, qui n'est pas rafraîchi, mais qui fonctionne naturellement, pareil, avec l'inertie, on prend l'air en bas, et ressort en haut. Et ça, c'est le jardin donné au premier étage. En dessous de ça, ça fait 16 mètres, en dessous, il y a juste un parking, donc on n'a pas besoin de mettre le parking en sous-sol, on rentre sa voiture, on sort dans l'atrium et on rentre chez soi. On prend l'ascenseur directement depuis la rue. On n'a pas besoin de passer par l'atrium pour rentrer chez soi. On peut prendre des caves d'escalier, mais quand on habite de l'autre côté, on traverse la passerelle, et il commence à se créer dans cet atrium une vie sociale, une vie intéressante de l'abri commune, de rencontres. Il y a des logements d'étudiants au rez-de-chaussée, logements plus personnes à zéro. C'est une espèce de condominium, c'est une espèce de projet d'atrium. Or, en France, soit vous faites un atrium, il y a des règlements très précis pour l'atrium, c'est pour le bureau, on les respecte. Soit vous faites du logement, il y a des règlements très précis pour vendre du logement, on les respecte. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas dire je fais un atrium et des logements. Ça n'est pas écrit. Ça n'est pas formulé. Ça n'a jamais été fait. Non seulement ça n'a pas été fait, mais le code civil, le code de l'urbanisme, dit une chose très simple, on a interdit d'ouvrir une fenêtre sur un espace intérieur. Sauf si cet espace intérieur est suffisamment ventilé, on y voit assez clair, etc. Ce qui est normal, on ne va pas ouvrir une chambre d'un enfant sur une courette parisienne. Bien qu'on trouve beaucoup de logements insalubres comme ça à Paris. Donc là, il a fallu prouver que dans cet espace-là, on est exactement comme à l'extérieur. Mais mieux. C'est-à-dire qu'en hiver, il n'y gèle jamais, et en été, il fait toujours plus frais qu'à l'intérieur. C'est un espace interclimatique. C'était un parcours du combattant, pire que le titre 5, ça s'est terminé au ministère de l'Équipement et du Logement à la Défense, et on a obtenu, via la préfecture, alors là on est au-delà des pompiers, parce que les pompiers aussi ont leur mot à dire, mais c'était très compliqué finalement pour faire pratiquement le premier logement en trium en France, c'est plutôt le deuxième, parce qu'il y en a un qui a été fait par Christian Auvet à Rennes, mais plus petit, et là il y en a deux qui sont comme ça. Et je dois vous dire que ça vient d'être ouvert, c'est assez incroyable, parce qu'on est dans un espace thermiquement agréable, c'est-à-dire qu'on ouvre ses fenêtres, s'il fait chaud dehors, il fait moins chaud dans l'atrium, et s'il fait froid dehors, il fait moins froid dans l'atrium. C'est vraiment l'espace interclimatique qui économise énormément d'énergie.
je reviens à l'idée de la prouesse technique et de l'invention. Je pense que on peut inventer en étant relativement calme. J'ai cité Guéry tout à l'heure pour dire, voilà la prouesse technique qui ne sert à rien sauf à faire beau. C'est-à-dire faire des câbles, des choses tendues dans tous les sens pour faire une belle sculpture, c'est peut-être de la prouesse technique, mais ça ne donne rien à rien. Ça ne vous profite pas. Ça vous profite peut-être pour les yeux, mais c'est entre guillemets un gâchis d'argent. Aujourd'hui, vous savez, on a une période... c'est pas très drôle ce que je vais dire, mais moi je le sens comme ça, on est une période où on devrait un peu être dans la 16. On a été beaucoup dans la consommation, et il y a un moment où cette planète, enfin on en parlait déjà un peu à midi, mais cette planète ne peut plus. Et moi je le sens urbaniste, architecte, faisant d'énormes projets en ce moment. Je sens qu'il faut faire beaucoup de choses avec peu. C'est pas less is more, c'est more with less. Et ça, c'est un peu l'idée d'une rénovation d'un projet dont on n'a pas touché l'extérieur. C'est à Strasbourg, c'est la Bibliothèque nationale universitaire. Il y a une magnifique coupole qui était complètement fermée, des visiteurs. Donc on a enlevé tous les planchers, on a tout refait. C'était un énorme projet de restauration. Et au cœur de ce dôme, on a installé cet escalier hélicoïdal qui se rétrécit petit à petit, vous voyez sur la coupe, qui est tenu en partie par ces câbles qui convergent vers le haut. Et en fait, ça passe du carré de la coupole elle est carrée, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Elle passe dans ce rond, vous voyez ici, et ensuite elle vient s'ouvrir en spirale tout autour de ce grand atrium où il y a les salles de lecture. Et en fait, on a créé une situation de cette coupole ouverte comme ça, à un endroit où tous les gens passent, se retrouvent, discutent, choisissent leur place. Ça vient d'être ouvert, si vous avez aller à Strasbourg, vous pouvez choisir cette place-là, cette place-là, cette place-là. Et ça n'a été possible que grâce au savoir-faire des compagnons serruriers, métalliers de Strasbourg. C'est absolument extraordinaire.